Moi, mes livres partent toujours d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. Et là, c'est les deux coups. Le coup de gueule, lorsque j'ai vu dans les sondages, c'est ma nourriture terrestre, parce que moi j'ai la chance d'avoir tous les sondages qu'Havas fait en France et de par le monde, plusieurs centaines, et d'avoir les comptes rendus resserrés de tout ça. C'est mon café du commerce à moi, de comprendre quelles sont les attentes des gens et de voir quelle est l'orientation du monde et d'abord de la France. Et j'ai découvert dans un sondage que 52% des jeunes de moins de 25 ans rêvaient de vivre ailleurs, sans se rendre compte de ce qu'est la France et sans que personne ne leur ait dit que la France était leur chance. Pire que ça, 25% de ces jeunes ont décidé de partir. Il y a le rêve pour 50 et la décision pour 25. Puis en continuant dans les sondages, j'ai vu que sur un grand sondage Gallup sur l'ensemble des pays du monde, on a demandé à 100 pays du monde quel est votre pays préféré, quel est le pays où vous préfériez vivre. 99% des pays ont répondu la France, sauf le 100e, la France, qui a dit pas moi. Enfin, pour nous, c'est métro, schizo, dodo. On est complètement en schizophrénie collective, appelons ça la sinistrose, la déprime, comme on voudra. C'est dû d'abord à nos gènes. On a des gènes d'esprit critique qui fait notre talent et notre culture. Et qui dit critique dit doute. Et dès que les choses vont mal, on se coince. On est tellement assisté. C'est un pays qui est tellement protégé. Les gens ne se rendent pas compte. Le pays qui a le plus de fonctionnaires d'Europe, le pays qui a le plus d'avantages sociaux du monde, que dès que tout d'un coup on sent que ces acquis, qui ne sont pas des acquis, qui sont des bêtises de nos politiques qui se sont succédés et qui n'ont pas donné aux Français suffisamment d'indépendance. C'est comme les gosses qui vivent, sont élevés dans les tissus de leur mère. On est élevés dans les tissus de Marianne. Et finalement, ça fait un peuple qui se déballonne au premier petit coup de vent. Et puis, on a dans nos gènes l'esprit libertaire. 89, 68... qui dit libertaire dit égoïsme. Quand tu pousses la liberté jusqu'au bout, c'est et moi, et moi, et moi. En tout cas, au moins l'égocentrisme. Tout ça nous conduit. Je raconte la blague de Coluche, où Coluche est sur le bord d'une rivière, et il y a un homme qui se noie dans la rivière et qui crie « Help, help !» Et Coluche lui dit « Mais espèce d'imbécile !» Au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. C'est exactement ce que, d'ailleurs, Coluche, c'était tellement le bon sens français, ce qui caractérise le français et qui est l'essence de ce livre. Et puis, on a l'esprit judéo-chrétien. Alors ça, c'est pas un cadeau que nous ont fait nos parents et nos grands-parents. On a le complexe de l'argent. Les politiques, le complexe d'infériorité, les Français, le complexe de supériorité. Donc, dès que l'argent manque, haro sur le bonnet. Et division, fracture terrible de la France, dont François Hollande est le premier responsable. Je lui en veux beaucoup pour ça. C'est finalement peut-être à cause de lui que 52% des jeunes veulent quitter le pays. Ça, c'est inadmissible. Alors, je sais qu'il a compris, il est en train de changer des choses. Bon, j'aime bien le faute avouée, faute à demi pardonnée. Il n'a pas avoué, mais enfin, il a désavoué dans les gestes. Mais c'est trop tard, on a perdu un an et il va être temps de rattraper les choses. Alors ça donne quoi tout ça? Ça donne une France qui a peur, la peur allant jusqu'à la révolte, jusqu'à la violence. On va lire tous les drames qui s'enchaînent de jeunes. Que ce soit d'extrême droite ou que ce soit plus ou moins raciste ou que ce soit pour n'importe quelle raison de hooligan ou autre. Donc on voit la colère et la violence dans la rue et on voit le repli sur soi. Or, ça c'est le premier chapitre, c'est le contraire du livre, ça c'est le coup de gueule, après il y a le coup de cœur. Le coup de cœur c'est la France. Quand on liste les avantages de la France fabrique 820 000 bébés par an. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, j'en ai fait 5. Ça veut dire qu'on est le pays avec la meilleure natalité d'Europe, et dans 30 ans, on aura dépassé l'Allemagne en population. C'est-à-dire que dans 30 ans, peut-être même un petit peu avant, parce que l'Allemagne ne fait que réduire sa natalité, on sera la première population d'Europe.
de ce continent qu'est l'Europe, donc le premier pays d'Europe, parce qu'un continent aujourd'hui, c'est au nombre d'habitants que se décide la fortune et la puissance d'un pays, hein, confère la Chine et confère l'Inde. Donc c'est notre première chose. La deuxième, on est le pays qui a le plus de prix Nobel par habitant. Et les Français ne connaissent même pas un prix Nobel. Et ils pensent tous qu'ils sont des cancres. Et ils pensent tous qu'ils sont nuls. Mais non, de nom. On a les meilleures écoles du monde. On est bien placé pour en parler, puisque vous faites partie de ces meilleures écoles du monde. Bon, je veux bien qu'HEC a perdu son titre. Enfin, il le retrouvera. Mais d'ailleurs, pas assez. On forme l'élite du monde. Qui, d'ailleurs, nous le rend bien. Bon. On est le pays où il y a deux industries. Il y a une industrie qui se meurt, c'est l'automobile en partie, c'est les fonderies, c'est tous les drames que l'on connaît des usines qui ferment. Ce n'est qu'une partie de notre industrie, mais une toute petite partie de nos industries. La grande partie de notre industrie. On fabrique les plus beaux avions du monde, on est les premiers fabricants d'avions du monde, on est les premiers fabricants de tramways du monde, on est les premiers agriculteurs du monde, on est les premiers au niveau de la chimie dans le monde, etc., etc. Il y en a une liste d'une vingtaine de pages. Bon. Et on se plaint. Et tout ça, c'est notre chance. Et on abandonnerait cette mine d'or que nous avons sous les pieds pour aller au Bangladesh, ou pour aller à Londres, ou pour aller je ne sais où dans le monde. Mais comment nos jeunes peuvent désespérer à ce point? D'autant que, et c'est la partie forte de mon livre, c'est à eux qu'il revient d'inventer demain. Bien sûr que notre société n'est pas la bonne. Bien sûr qu'elle est en bout de course. Bien sûr que nous sommes entrés dans le XXIe siècle, mais on a déjà oublié dans le 3e millénaire. Et chaque millénaire doit inventer ses nouveaux codes. Et bien sûr que notre société, à la fois d'assistés, pharaonique, égocentrique, car le nombril n'est plus celle qu'il faut, et qu'il faut rentrer dans le mieux, mais moins. Et c'est toutes ces sociétés que les jeunes doivent inventer. Pourquoi est-ce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire? Parce qu'ils ont 3 vertus que n'ont jamais eu les jeunes du monde. Est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont dans les mains? C'est la première génération qui est plus informée que leurs parents, puisqu'ils sont toute la journée devant leurs écrans. C'est la première génération qui est plus interactive, plus connectée que leurs parents. C'est la première génération qui est plus technologique que leurs parents. Moi, j'ai attendu 18 ans pour lire Le Monde. Mon père avait Le Monde, je ne le lisais pas. Je n'avais pas le droit de le lire, comme si j'étais incapable de le lire. J'ai attendu l'âge de 40 ans pour voir une télévision. Et j'ai attendu l'âge de 60 ans pour voir une tablette et de 70 ans pour voir un mobile. Bon, et tout d'un coup, ces jeunes, ils sont nourris à ça. Cette génération de mutants, elle a des caméras à la place des yeux, elle a des écouteurs à la place des oreilles, elle a des micros à la place de la bouche, et elle a des clics à la place des doigts. Donc évidemment qu'elle va inventer un monde différent. Alors les parents, dont je suis, autre sondage, à 72% disent c'est catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on a la déprime? Parce que nos enfants vont vivre moins bien que nous. Et quand on sonde les enfants, au même chiffre, à 72%, ils disent, ils rigolent nos parents, mais bien sûr qu'on aura une vie meilleure que nos parents. Et qu'on ne cessera pas à voir comme par les politiques, par l'entreprise, par la société, par tout. On va casser tout ça. C'est souterrain pour l'instant. C'est souterrain, mais c'est dans les faits. Parce que qu'est-ce qui est en train de s'installer? Nous, on a vécu, les parents, dans un monde de la possession. Le droit de propriété était ce qu'il y avait de plus important. On s'est crevé toute notre vie pour quelques arpents de terre et 3 cailloux qui étaient la maison familiale qu'on allait céder à nos enfants, l'État au passage en prenant 50%. Et on se satisfait de ça. Non. Non. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est pour le droit à la location. Tout se loue. Je cite un exemple extraordinaire. Une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes par an. Et on achète des perceuses encore, alors qu'il suffit de la louer 12 minutes par an. Bon. Et c'est ce qui explique le temps que j'appelle du temps du de la colocation, du covoiturage, de la collégialité, de la co-entreprise, de la etc. Et c'est dans ce monde collectif que va s'inventer demain. D'ailleurs, encore un sondage, et puis j'arrête avec les sondages, mais celui-là c'est le plus incroyable. Quand on pose aux Français 2 questions. Première question, êtes-vous heureux de votre vie? Un sondage qui a quelques mois, où le moral des ménages était en baisse, où le moral des patrons en baisse. Réponse, oui à 82%.
82% des Français sont heureux. Bon. Deuxième question, pensez-vous que votre voisin est heureux dans sa vie? Réponse, non, à 72%. C'est-à-dire que l'on a le bonheur perso, égoïste, et on a le malheur collectif. Le malheur, c'est les autres. Sartre, l'enfer, c'est les autres, tout ça est dans nos gènes, tout ça est dans notre culture. Jamais un anglo-saxon, jamais un chinois, jamais un japonais vous dira l'enfer, c'est les autres. Il dira c'est ensemble que l'on peut réussir. Bon, donc, ce fameux vivre ensemble, quand tous les politiques à la bouche, qui ne savent que nous diviser. Bon, c'est pas comme ça qu'ils peuvent réussir. Et l'autre phénomène sociétal, c'est que c'est l'avènement des vertus et des valeurs féminines. Hein. Les 20 siècles précédents ont été dans la domination des valeurs viriles, masculines, voire machistes, dont on connaît tous les abus. Quel est le résultat? Ce XXe siècle, non, hélas, je suis un des témoins, 2 guerres mondiales, plusieurs dizaines de millions de morts, 50 crises économiques. Voilà ce que les hommes au pouvoir ont réussi à faire en 20 siècles. Bon, eh ben, les valeurs féminines et la nature humaine est ainsi faite, surtout chez nous, parce que c'est un mouvement qui part des Latins, qui part de la France. De nous-mêmes, notre subconscient réagit quand il voit qu'il est au bout du rouleau pour se transformer et faire sa propre mutation. Et on voit que les valeurs féminines sont en train, peu à peu, de relayer les valeurs masculines. Et elles se résument en un mot. La femme donne la vie, c'est l'amour. L'homme donne la mort, c'est la guerre. Veut-on l'amour ou veut-on la guerre? J'en reviens au hippisme. Bon, c'est pas que le hippisme ait été la bonne solution, mais au moins, dans sa morale planétaire, il disait le mot amour. Et seul l'amour peut réinventer le monde. Et qui d'autre qu'une femme peut le mieux porter l'amour. Donc cette génération jeune, qui a tous les moyens, et cette génération qui se féminise, va inventer une nouvelle société. Et c'est cette société qui va partir, si on est suffisamment malin, si les jeunes se prennent en main, de la France, qui va réinventer, comme elle l'a fait, au temps des Lumières, qui va réinventer la tendance du siècle. Car il n'y a pas de tendance dans ce siècle. Il y a la tendance du pognon, du dollar et du yen. Bravo, continuons. On voit où ça nous a amené. Il y a la tendance de la puissance. Oui, les Chinois qui vont tout envahir. Et alors? Et après? Pour faire quel bonheur? Les Français est 2 fois plus riche qu'il y a 60 ans. Est-ce qu'il est 2 fois plus heureux? D'ailleurs, le Français est plus riche que l'Allemand moyen et plus riche que l'Américain moyen. Et il se plaint toute la journée de son pouvoir d'achat, de ceci, de cela, mais qui regarde ailleurs, qui met ailleurs. Mais il a tellement tout. Et alors, oui, bien sûr, il y a le chômage, et je ne le nie pas. Oui, il y a 24% des jeunes qui sont au chômage. C'est 40% quand même en Espagne. C'est 60% au Bangladesh. Donc, oui, c'est dur, mais ce n'est pas définitif. Ce n'est pas une guerre mortelle, ce n'est pas une guerre atomique. Bon, alors, face à ça, face à cette double dépression, il y a la dépression économique. Elle n'est pas de notre ressort. Qui peut la régler? Non pas les politiques, même si c'est très bien qu'ils fassent des mesures et quand même ils donnent le ton, ni les entrepreneurs, si c'est très bien que les entrepreneurs, ils vont très bien. Hein, notre CAC 40, c'est un des plus riches et des mieux gérés du monde. Bon, hélas, nos PME souffrent, mais comme elles souffrent partout. Bon, qui va régler ça? L'économie mondiale. C'est elle à 80% qui décide. On n'a que 20%, nous, des moyens chez nous. C'est l'Europe qui prend le reste et le monde prend le reste. L'économie du monde commence à se porter mieux. C'est vrai de l'Amérique, c'est vrai de l'Amérique du Sud. Moi, je fais le tour du monde en permanence, je le vois bien. La Chine frémit un peu. Ah oui, ils n'ont pas fait 10%, ils ont fait 8,5%, les malheureux. 8, bon, et nous, on est à 0. Bon, et ça fait des années qu'ils sont comme ça. Ils sont en train de découvrir en plus qu'ils ont un marché d'1 milliard d'individus là, sous leur porte, et que donc ils ont 50 ans de commerce à faire déjà chez eux, au lieu de l'exporter à tout prix ailleurs. Donc, et puis il y a le continent de demain, l'Afrique, qui se réveille. On a toujours dit que c'était le continent du 22e siècle. Pas du tout. Ce sera le continent de la fin du 21e siècle, de la fin de ce premier siècle du nouveau millénaire. Et ce sera un continent. Et c'est notre continent à nous. Parce qu'une des autres qualités des Français, ignorées, c'est qu'on parle français.
Alors, on veut rendre l'anglais obligatoire à l'école. Ce n'est pas une bonne chose d'être bilingue. Il ne faut pas s'imaginer que c'est non plus la panacée. Il y aura en France, en 2050, 700 millions de terriens qui parleront le français, et c'est entre 700 millions et 1 milliard. Donc 80% en Afrique, parce que l'Afrique parle français. Et nous ne savons même pas cultiver ça. On ne sait même pas développer des écoles françaises partout en Afrique. Toutes nos universités devraient être ouvertes aux Africains et HEC devrait avoir dans toutes les capitales d'Afrique une dépendance, comme vous le faites, vous, comme vous allez porter le fanion de l'intelligence française, de l'éducation française un peu partout. C'est ça qui va nous sortir de la crise. Et la conclusion du livre, c'est que, il faut rester optimiste. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Arrêtez, mes petits Français, de descendre en parachute, restez dans l'avion. Avec de l'avion, vous êtes sûr d'aller plus loin. Avec le parachute, vous n'irez pas plus loin que le terre-à-terre.